Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 4 salves de missiles ont frappé Tel Aviv en l'espace de 40 minutes. Pas un lancement, pas deux. 4 vagues coordonnées distinctes, l'une après l'autre, conçues pour épuiser chaque batterie d'intercepteurs au centre d'Israël avant l'arrivée de la dernière ogive. La radio de l'armée israélienne a confirmé des explosions qui déchiraient la ville. Les sirènes ont lacéré la nuit. Les civils ont couru vers les abris. Les autorités ont signalé des blessés, mais aucun mort. Dans certains secteurs de la ville, les systèmes d'alerte ont complètement échoué et n'ont laissé aux résidents aucune seconde pour réagir. Une ogive chargée d'environ 100 kg d'explosifs puissants a détonné entre des immeubles résidentiels au centre de Tel Aviv. Le surintendant de police Feda Yaniv a confirmé l'impact. 6 personnes ont été extraites de 4 sites distincts touchés à travers la ville, pendant que les équipes de secours fouillaient un immeuble résidentiel effondré à la recherche de survivants coincés. C'était la vague 80 d'une campagne qui n'a pas connu un seul jour d'arrêt depuis le 28 février 2026. C'est ce jour-là que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran et tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans son propre complexe à Téhéran. La réponse de l'Iran a été immédiate. La théorie trumpiste de la guerre a toujours l'air merveilleusement propre, jusqu'au moment où la réalité commence à répondre par salve. L'opération True Promise 4, un bombardement continu de missiles et de drones, affiche maintenant une moyenne de plus de 3 salves distinctes par jour pendant 26 jours consécutifs. L'IRGC mélange des missiles balistiques, Khaybar Shekan, Emad, Sajil, Kader et Khorramshahr, avec des drones kamikazes dans une même vague, en alternant les types d'armes et les profils de vol pour qu'aucune couche de défense unique ne puisse tout intercepter. Et environ 40% de tout ce feu tombe sur un seul endroit, le Grand Tel Aviv, 4 millions de personnes. Et il faut parler du Sajil en particulier, parce que ce missile a changé cette guerre. Utilisé au combat pour seulement la 2e fois de l'histoire, le 15 mars. Ce qui distingue ce missile de tout ce que l'Iran a lancé contre Israël, c'est que le Sajil 2 est un missile balistique à moyenne portée, à 2 étages, à carburant solide. Il mesure 18 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes au lancement, ce qui le rend 5 à 6 fois plus lourd que le système hypersonique Fatah. Selon la distance de la cible, il peut emporter soit une ogive de 700 kg jusqu'à 2000 km, soit une ogive de 1,5 tonnes contre des cibles situées à moins de 1000 km. Chaque mètre carré du territoire israélien entre dans cette portée. Et voici l'élément qui devrait inquiéter tous les planificateurs de défense aérienne qui observent cela. Le carburant solide signifie qu'il n'y a pas de fenêtre de ravitaillement avant le lancement. Les missiles à carburant liquide comme le Shahab 3 restent exposés pendant plusieurs minutes pendant que les équipes pompent le propergol dans la cellule. C'est durant cette fenêtre qu'on les détruit au sol. Le Sajil supprime cette fenêtre, il sort d'un lanceur mobile et tire presque immédiatement. En plus, les analystes l'appellent le missile dansant parce que sa trajectoire ne suit pas une courbe parabolique nette. Il se déplace et s'ajuste durant la rentrée, ce qui correspond précisément au comportement conçu pour déjouer les algorithmes de suivi de l'Arrow 3 et de David Sling. Pendant la vague 54, l'IRGC a combiné le Sajil 2 avec le Khorramshahr, qui transporte des ogives doubles aux côtés des missiles Khaybar Shekan, Kader et Emad dans une seule salve mixte. Des vitesses différentes, des altitudes différentes, des trajectoires différentes, arrivant toutes dans des fenêtres d'engagement qui se chevauchent. Les sirènes ont hurlé à travers Tel Aviv, Herzliya et au moins 141 autres endroits. Des fragments ont frappé des zones résidentielles et sont tombés près du domicile d'un responsable consulaire des États-Unis dans la ville. C'est ici que les dégâts dépassent les ogives et les éclats. Pendant que le monde se concentrait sur les frappes contre les immeubles résidentiels, l'Iran visait simultanément l'épine dorsale de l'approvisionnement électrique d'Israël. Des missiles balistiques ont frappé les environs de la centrale électrique d'Oro Rabin, près de Hadera, à environ 45 km au nord de Tel Aviv. Il s'agit de la plus grande installation de production d'électricité en Israël. Elle produit 2590 MW. Cela représente environ 20% de toute la production d'électricité du pays, concentrée en un seul endroit. Les frappes ont déclenché de vastes pannes d'électricité dans les banlieues de Tel Aviv et dans les districts centraux avoisinants. Des images filmées par des témoins montraient des quartiers entiers plongés dans l'obscurité totale. Les autorités israéliennes
ont refusé de confirmer l'ampleur complète des dommages au réseau, mais la perturbation de l'approvisionnement résidentiel et commercial a été immédiate et visible. D'autres missiles ont frappé les raffineries du groupe Bazan dans la baie de Haïfa, principal complexe de raffinage d'Israël. L'Iran avait déjà frappé ces mêmes raffineries avec des missiles Khaybar-Shekan lors de vagues précédentes. Ce ciblage n'a rien d'aléatoire. Il s'agit d'une pression répétée sur les mêmes nœuds énergétiques, qui testent en même temps la capacité de réparation et l'endurance défensive. La plupart des gens supposent que l'Iran se contente d'envoyer des ogives plus lourdes sur les villes israéliennes, en espérant que quelque chose touche sa cible. La réalité va dans le sens inverse. L'Iran ne tente pas d'aplatir Tel Aviv par une seule frappe massive. Il mène une campagne d'usure axée sur les infrastructures, conçue pour rendre le centre d'Israël pratiquement invivable. Des bombardements quotidiens, des frappes répétées contre des cibles énergétiques, des ogives à sous-munitions dispersant des projectiles dans les rues résidentielles, des sirènes qui ne se déclenchent pas à temps. L'objectif n'est pas une explosion spectaculaire. L'objectif, c'est une vulnérabilité permanente. Et en voici la preuve. Le ministre iranien de l'énergie, Abbas Ali-Abadi, a déclaré publiquement que l'Iran produit son électricité dans plus de 150 centrales décentralisées à travers le pays. Il a ensuite ajouté qu'Israël et les États du Golfe concentrent leur production dans un petit nombre d'installations qui sont, selon ses mots, centralisées et très vulnérables. L'IRGC a renforcé ce message par un avertissement direct. Si vous frappez l'électricité, nous frapperons l'électricité. C'est un énoncé doctrinal. Pour le camp pro-Trump, qui vend l'escalade comme un exercice d'image de marque, c'est la partie gênante où le slogan commence à recevoir des tirs entrants. L'Iran dit à Israël, en pleine face, que l'asymétrie énergétique joue en faveur de l'Iran et que chaque frappe contre les infrastructures iraniennes sera reflétée contre la production électrique israélienne, où un seul coup réussi retire 20% de la capacité nationale. Le 24 mars, l'unité de renseignement de l'IRGC a déclaré que les abris civils israéliens sont désormais des cibles militaires légitimes et non pas un avertissement vague pour l'avenir. Dans une déclaration opérationnelle publiée sur X, elle a affirmé que l'Iran détient les plans, les coordonnées GPS et les spécifications structurelles de tout le réseau d'abris d'Israël, y compris les pièces renforcées, mamad intégrées aux immeubles résidentiels avec des murs de béton de 20 à 30 cm et des portes d'acier résistantes aux explosions. Cette déclaration est tombée après que des missiles iraniens eurent frappé Dimona et Arad, dans le sud d'Israël, blessant près de 200 personnes, dont des enfants, lors d'attaques près de la zone de recherche nucléaire du Neguev en Israël. Le porte-parole militaire israélien, le brigadier général Efi Defrin, a admis publiquement que les défenses aériennes s'étaient activées contre les missiles cadres entrants, mais n'avaient pas réussi à les intercepter. David Sling a raté. 180 personnes ont payé ce raté, et ce n'était pas la première fois. Le 1er mars, un missile iranien a traversé de part en part 2 intercepteurs et a frappé un abri collectif dans une synagogue à Beit Shemesh, à 18 milles de Jérusalem. 9 civils ont été tués, 49 ont été blessés. Cet événement demeure la frappe la plus meurtrière de toute la guerre. 2 semaines plus tard, le 17 mars, quelques heures après l'assassinat par Israël du chef de la sécurité iranienne Ali Larijani, l'IRGC a tiré des ogives à sous-munitions sur le centre d'Israël dans ce qu'il a présenté comme une vengeance directe. Mais l'une de ces ogives a frappé un immeuble d'appartements à Ramat Gan, juste à l'est de Tel Aviv, tuant un couple dans la soixantaine avancée. Ils ont été retrouvés juste à l'extérieur de leurs pièces sécurisées, renforcées. Ils ont été retrouvés juste à l'extérieur de leurs pièces sécurisées après la frappe. Donc, quand l'IRGC affirme qu'il visera les abris, ce n'est pas une menace en l'air. C'est une déclaration appuyée par une capacité démontrée de les atteindre. Considérons maintenant la dimension financière, parce que c'est là que l'arithmétique devient catastrophique. Un seul missile balistique iranien coûte entre 200 000 $ et 500 000 $ à fabriquer. Un intercepteur Arrow 3, le bouclier de plus haut niveau d'Israël, coûte entre 2 et 3 millions de dollars par tir. David Sling coûte environ 1 million de $ l'unité. Le système américain THAAD, que Washington a déployé massivement dans ce théâtre, coûte 13 millions de $ par intercepteur. Israël dépense entre 4 et 26 fois plus pour se défendre à chaque engagement que l'Iran n'en dépense pour attaquer.
Multipliez cela par 80 vagues en 26 jours et le budget devient intenable. Le camp Trump adore le vocabulaire de la domination, jusqu'au moment précis où quelqu'un lit la facture à voix haute. Un haut responsable israélien de la défense a reconnu le problème central officiellement. Même si on augmente la production maintenant, ce que vous tirez aujourd'hui, c'est ce qui a été commandé il y a 2 ou 3 ans. Israël a besoin de beaucoup plus d'intercepteurs Arrow 3. Les États-Unis ont brûlé environ 14% de tout leur stock de THAAD au cours des 2 premières semaines seulement. Les cadences actuelles de production l'ont environ 12 intercepteurs THAAD par année. Reconstituer ce qui a été consommé en 14 jours prendrait entre 3 et 8 ans. Cela représente plus d'une année de production américaine de missiles dépensée en une demi-mois. La plupart des gens pensent qu'un taux d'interception de 92% signifie que le bouclier tient bon. En réalité, cela signifie que les 8% qui passent atteignent des écoles, des immeubles résidentiels et des chantiers semaine après semaine. Et les intercepteurs qui arrêtent les autres 92% sont consommés plus vite que n'importe quelle usine sur Terre ne peut les remplacer. Et voici la dimension que personne ne veut calculer. Le taux combiné d'interception se situe à environ 92%. Cela semble fort jusqu'à ce qu'on compte les 8% qui tombent. L'Iran a tiré environ 440 missiles balistiques contre Israël depuis le 28 février. 8% de 440, cela donne environ 35 ogives atteignant des zones peuplées, 35 impacts non interceptés en 26 jours, emportant soit des explosifs conventionnels, soit des sous-munitions qui ont dispersé des dizaines de petites bombes individuelles à une altitude de 7 à 8 km, forçant Iron Dome à poursuivre chaque fragment séparément. Un brigadier général israélien a décrit la capacité du système face à ces ogives à sous-munitions en 3 mots. « Better than nothing ». Ce n'est pas de la confiance. C'est un système à qui l'on demande plus que ce pourquoi il a été conçu. Pendant ce temps, l'onde de choc économique de cette guerre a atteint tous les continents. Avant la première frappe, le Brent se négociait autour de 72 $ le baril. Le Brent a brièvement dépassé les 100 $ et atteint environ 110 à 9 $ et 50-100 à son sommet de mars. Goldman Sachs a ensuite déclaré que le Brent pourrait se situer en moyenne autour de 98 $ en mars et en avril, avec 110 $ comme risque à la hausse dans le pire scénario de perturbation, tout en relevant séparément sa prévision moyenne du Brent pour l'ensemble de 2026 à 85 $. L'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, le passage par lequel transitent 20 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 20% du brut transporté par voie maritime dans le monde. Le trafic des pétroliers a chuté de 70%. 2000 navires et 20 000 marins restent bloqués. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, qui a remplacé son père assassiné le 8 mars, a clarifié sa position dans sa première déclaration publique à la nation. Le détroit reste fermé. Les attaques contre les voisins du Golfe se poursuivent. Cette déclaration est intervenue pendant que l'Iran lui-même fonctionne sous une panne Internet quasi totale qui dépasse maintenant 23 jours, la plus longue coupure numérique de l'histoire du pays, avec une connectivité ramenée à 4% de son niveau normal. La production pétrolière combinée du Koweït, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis a chuté d'au moins 10 millions de barils par jour à la mi-mars, ce que l'Agence internationale de l'énergie a qualifié de plus grande perturbation d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a qualifié cela de plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Le prix de l'essence aux États-Unis est monté au-delà de 4 $ le gallon à l'échelle nationale. La Californie a dépassé 5 $. 50% des exportations mondiales d'urée et de soufre transitent par Hormuz. 20% du gaz naturel liquéfié mondial y transite aussi. Qatar Energy a déclaré qu'elle devrait invoquer la force majeure sur certains contrats de gaz naturel liquéfié après que des frappes eurent mis hors service environ 17% de sa capacité d'exportation de gaz naturel, liquéfié, avec des réparations estimées entre 3 et 5 ans. Les États du Golfe, dépendant du détroit pour plus de 80% de leurs importations alimentaires, ont vu 70% de ces expéditions perturbées à la mi-mars. Trump a exigé que les Alliés envoient des navires de guerre. 22 pays ont discuté d'un plan. 0 n'a engagé de force sous le feu. Il s'avère que la doctrine pro-Trump du partage du fardeau entre alliés perd un peu de sa poésie quand le fardeau commence à tirer en retour. Et le même jour, Trump a déclaré que l'Iran était, selon ses mots,
du point de vue militaire, fini. Puis l'IRGC a lancé la vague 80 et envoyé des missiles sur le centre de Tel Aviv, Bnei Brak et Kiryat Shmona, tout en frappant simultanément des bases américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. Cette phrase de victoire a tenu à peu près aussi longtemps qu'une de ces conférences de presse de Trump où les applaudissements sont programmés avant l'arrivée des faits. Le Hezbollah a ajouté plus de 3500 missiles et drones depuis le nord depuis le 2 mars, tuant plus de 1000 personnes au Liban et en blessant près de 3000, pendant qu'Israël avance pour saisir tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litanie. L'objectif déclaré de cette guerre était l'effondrement du gouvernement iranien. 26 jours plus tard, ce gouvernement est toujours debout. Les missiles continuent d'arriver. Les abris figurent désormais sur la liste des cibles, et personne d'aucun côté n'a décrit à quoi ressemblerait réellement une fin réaliste. Le changement de régime, encore une fois, a été vendu par la fanfaronnade trumpiste comme une simple note de transaction et livré comme une facture ouverte sans fin. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.